Vendredi 1er août, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est votre guide pour le Grand Prix de Hongrie 2025, c'est-à-dire qu'au cours des prochaines minutes, vous aurez l'opportunité d'entendre le plus d'informations possible afin que vous puissiez profiter pleinement de votre week-end de course. Et on débute maintenant avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Il est maintenant temps d'accueillir notre collaborateur du vendredi. Il est descripteur analyste des courses de Formule 1 pour la GTCQ.tv, mais il est avant tout un pilote de nos amis de la team FSR, un pilote pro élite. François Ouais, Goulet, comment ça va? ça va bien, Martin. Je passe une très belle journée à date. Donc, des belles rencontres ce matin dans le professionnel, des gens qui donnent de la belle énergie positive. Fait que ça a bien démarré ma journée. Fait que je suis très content encore une fois d'être là. Ben, il fait beau, hein, ça aide. On a les vacances de la construction se terminent pour certains. Je veux pas tourner le fer Mhm, dans la plaie, même si pour toi c'était l'inverse. Toi, tu travaillais pendant que pas grand monde travaillait. Dans ce temps-là, mhm. c'est aussi dur d'un côté et de l'autre. Ça Pas de s'achève. trafic, pas de Mais trafic. ouais, ça, c'est le côté le fun de Ouais. travailler pendant les vacances de la construction Mhm. au Québec. C'était ce côté-là. Mais la météo a été clémente, là. Même parfois peut-être un peu trop chaud pour les activités à l'extérieur. Mais dans quelques mois, on va se plaindre de l'inverse. On va trouver que c'est un peu trop froid. Fait qu'on profite de ce qui se passe. Mais disons que ça a été deux belles semaines pour les gens de la construction qui retourneront au travail. Certains lundi, certains mardi. Puis certains, des fois, il y en a qui trichent. Ils retournent juste mercredi, Ouais, des fois une ouais. semaine Il y en plus a que c'est tard. une Mais, semaine de hein? plus, Ouais. on va dire les plus haut placés, là. Puis j'en côtoie quelques-uns dans ce domaine-là. Là. Eux autres, ils en prennent trois au lieu de deux. En prennent trois. Il y en a qui même ils prennent des petits trucs, décaler les vacances pour avoir une semaine de plus. En tout cas, il y Ah en a oui, qui ont ces petits trucs-là. ben C'est correct. sûr que ça coûte moins cher les activités à l'extérieur des vacances de la construction. C'est vrai. Bien, parlant de ce qui coûte pas cher, mais qui est un travail professionnel, ben, j'ai le goût d'enchaîner avec nos amis de chez Descartes Incorporé, hein, parce que Mhm. c'est sûr que dans la vie, tout a un prix, mais lorsqu'on a un résultat puis on a la chance de faire affaire avec des experts, ben à ce moment-là, ça se balance. Je sais pas si nos amis de chez Descartes étaient en vacances pour par la construction ou ils ont décidé un peu de décaler ça. Faudrait leur demander, mais en tout cas, si vous avez affaire avec leur service, vous voulez construire un escalier, en embellir une, en rendre une plus sécuritaire, c'est avec les experts de Descartes Incorporé qu'il faut faire affaire. De Laval à Tremblant, qui vous offriront un service humain et sur mesure. Et quand on parle d'experts, ben, j'ai tout de suite en tête aussi nos amis de chez Label Est, que je continue Mhm. de voir leur vignette là, sur les réseaux sociaux, là. Marc Label, qui donne ses expertises. Il est très, très coloré. J'ai envie de dire le personnage de Label Est, parce qu'il est très, très drôle. Puis il donne des petits trucs aux gens. Je trouve ça le fun de voir qu'on fait pas juste, ah, appelez-nous, puis nous, on va s'occuper de ça. On donne des petits trucs gratuits sur les réseaux sociaux, comment conserver, entretenir les haies, les arbres, toutes ces choses-là. Puis en bon français aussi, comment pas se péter la gueule quand on décide de couper net, parce que ça aussi, il y a des techniques Ouais. avec ça. Fait que je trouve ça fin puis transparent de leur part de dire, on donne des trucs aux gens, même si vous ne nous donnez pas un sou en échange ou vous décidez pas d'être client. Mais en même temps, ça montre que c'est pas n'importe qui peut faire ça. C'est un métier. Donc, c'est pour ça que, il y en a d'autres que ça va faire l'effet contraire. Ça va les décourager. Ils vont dire non, moi, là, au prix que les autres me chargent, j'aime mieux payer des professionnels pour faire ça. Je suis en Donc, accord avec ça, Martin. ouais, moi, je pense que c'est important dans la vie de comprendre ses forces, ses capacités. Quand je vois un gars là, qui décide de faire sa propre mécanique, j'ai beaucoup de respect pour ça. Mais des fois, ça peut faire le contraire, hein. Pour sauver quelques dollars, ça finit que tu perds une roue sur l'autoroute. Ou j'en connaissais moi dans mon domaine qui changent leur bearing de trailer, puis finalement, ça finit que les sidous sont sur le côté, c'est à 15 là. Je pense pas que tu rentres dans ton argent d'avoir fait ça toi-même. Mais c'est un peu ça dans le domaine des haies aussi, puis de découper les arbres, surtout on ne le dira pas assez souvent, avec les fils électriques, toutes ces choses-là. Donc, les Mhm. experts de la Bella ou des cœurs incorporés, vous voulez leurs informations simplement, m'envoyez un petit message où vous les trouverez facilement sur Internet, ou sinon ça me fera plaisir de vous acheminer les bons liens et les bonnes informations. Parlant de bons liens, de bonnes informations, sur notre page Facebook, qui est un lieu de rencontre, hein, pas juste pour des discussions Mhm. d'F1, mais aussi pour se tenir au courant sur le sport le plus rapide au monde lorsqu'on n'est pas en train de faire des podcasts. On en fait beaucoup des podcasts, on fait plus de contenu que n'importe qui au Québec. J'ai envie de dire maintenant, même quelqu'un me dit, ben là, vous êtes même plus de contenu que n'importe qui au Canada. Je dis, ben ouais, t'as bien raison, même au Canada. Mais du côté francophone, en tout cas, il y a personne qui fait autant de podcasts que nous, mais on vous laisse pas tomber
parler. Lorsqu'on n'est pas en train d'enregistrer, on vous donne des informations. C'est ce qu'on a fait il y a quelques jours en annonçant que Max Verstappen, on pouvait taire les rumeurs. Je vais te dire, franchement, ça m'a fait vraiment plaisir Il d'écrire. était temps. Ah ouais. Ça, c'est une publication que j'ai écrite avec un sourire pour dire, bon, puis en même temps, je suis pas naïf, j'ai dit, c'est fini pour un petit moment, puis le jeu va recommencer bientôt, là, aussitôt que l'année prochaine. La raison pourquoi on était en mesure de confirmer ça, bien sûr, c'est que le docteur Helmut Marko, très transparent, l'a confirmé, mais c'est aussi par les points. Il y avait une rumeur qui tournait aux alentours qu'une clause échappatoire du contrat, s'il descend en bas de la troisième position, même si ça n'a jamais été confirmé, je te dirais que il y a personne qui l'a démenti non plus. Donc, on continue Mhm. d'aller dans ce sens-là. Et là, le fait que Helmut Marko, docteur Marko, le confirme, c'est que George Russell, qui est au quatrième rang, ne peut plus rejoindre Max Verstappen. Ouais, Donc, ben, ouais, OK. ben, c'est ça. Fait que 2 plus 2 égale 4, on peut dire ça comme ça. Là. Fait que, il pouvait pas vraiment le rejoindre, peu importe le résultat en fin de semaine. Non. Et puis après ça, le même Max Verstappen, je pense qu'il a fait plaisir autant que nous autres de dire aux journalistes, là, sacrez-moi patience avec ça, là, c'est fini, je reste chez Red Bull l'année prochaine. Puis c'est ça. Ton côté, comment t'as pris la nouvelle? Soulagé, ta même affaire? Ouais, ben, tu sais, ça vient comme un peu clore le sujet C'est ça. ça fait combien de temps qu'on aborde ça, Off, Martin? off. Je ne compte plus les semaines, mais tu sais, on a souvent spéculé sur ce qu'il voulait faire. Les hypothèses dominantes étaient, bon, peut-être la fameuse sabbatique, parce que bébé et prendre le temps de regarder les forces en présence, mais la Bébé dernière fois qu'on Lily s'est en passant. J'ai cherché Ouais, son oui, nom. Lily, ben, Lily, je l'ai vu Lily après, Verstappen. je l'ai Ouais, googlé après, ah, là, t'as puis fait j'ai la comme même fait, chose, c'est ouais, tout de ça. suite après, pendant qu'on se parlait, là, j'ai été coupable, mais j'ai oublié de leur préciser dans Ouais. la deuxième dans la deuxième partie, mais ça pour dire, oui, Lily Verstappen. Puis, ça pour dire que, oui, l'hypothèse dominante qu'on avait évoquée dans notre dernier podcast, c'était surtout rester chez Red Bull un an de plus, essayer la nouvelle voiture, peut-être en même temps donner une chance à Red Bull, peut-être vont-ils trouver avec Ford là, la recette gagnante, et de pouvoir voir un peu qu'est-ce que c'est le comportement de cette F1-là. Parce que s'il ne fait pas de F1 l'année prochaine, puis qu'il veut voir les forces en présence, c'est bien beau. C'est sûr, Verstappen, un pilote extraordinaire, va s'adapter vite, mais il n'y aurait pas eu autant de le loisir d'essayer ces nouvelles réglementations-là. Donc, tout pointait dans cette direction-là qui allait ben, rester là. Et ensuite, ben, si Red Bull se plante, cette clause échappatoire-là qui est fort probablement présente, là, je ne crois pas que ce soit simplement des rumeurs, mais un pilote comme Verstappen a toujours le gros bout du bâton à la signature d'un contrat, je crois bien, là, avec Oui. son talent, va pouvoir exercer cette clause-là et peut-être sortir de Red Bull si Red Bull est vraiment catastrophique, on va dire, là, l'année prochaine. J'ai envie de te poser une question. Je sais Mhm, que tu travailles beaucoup dans la simulation, puis ça fait partie du sport automobile aujourd'hui. Là. Même si on n'est pas sur un circuit, c'est autant important que le sport maintenant parce que, comme là, on le voit là, pendant la soirée, toutes les écuries vont travailler, vont se tourner vers la simulation. On parle de Verstappen, être présent, essayer la voiture, la nouvelle technologie, c'est la meilleure façon de savoir c'est quoi qu'il y a sous la main, comment loin on est des autres, mais aussi de se mesurer aux autres voitures en piste. C'est pas mhm. aussi une belle façon d'être capable de voir c'est quoi que les autres ont de plus ou ce que les autres sont capables de faire que toi, t'es pas capable de faire. Tu sais, je te donne un exemple. Quand t'es en piste, toi, puis tu vois, tu sais, vous autres, vous courez avec des différentes sortes. Là, tu peux être dans une Porsche, un autre Ouais. va utiliser une Lamborghini. Mais tu vas peut-être être capable de mieux saisir à quel endroit de dire, oh, lui, il est capable de faire ça avec sa Lamborghini, moi, je suis pas capable de faire ça avec ma Porsche. Donc, penses-tu que ça, c'est quelque chose qui peut aider Verstappen d'être présent dans cette technologie-là l'an prochain, de aussi évaluer les autres écuries face à lui? Ben, très certainement. Puis aussi, lui va aider l'écurie à évoluer plus, hein, parce que c'est un pilote qui a cette capacité-là. Exemple, si Red Bull n'avait pas Verstappen l'année prochaine et n'avait pas de pilote de premier plan, Oh. peut-être aussi qu'on les placerait pas au même endroit dans l'échiquier, là. Parce qu'on voit cette année que c'est Verstappen qui fait la différence dans une voiture peut-être un peu plus capricieuse. Donc, l'année prochaine, Verstappen aussi va être un bon élément indicateur pour Red Bull. Puis, comme tu le dis, oui, c'est bon de mesurer un peu force et faiblesse des voitures. Oui, quand on fait de la simulation, nous autres, des fois, on est pris avec un véhicule qu'on choisit pour une saison complète. Ben, il y en a qui sont plus puissantes en ligne droite, d'autres qui sont meilleurs dans les virages rapides, etc. Donc,
ça varie entre les types de circuits aussi, là, qui peut dominer une course ou pas, là. Donc oui, je suis en accord avec ça. C'est ça, parce que c'est sûr que nous, quand on regarde à la télévision, on est capable de mesurer les forces, mais d'être présent, de voir ce que tu as sous la Mhm. main versus ta compétition. Je vais dans ce côté-là parce que ça aussi pourrait l'aider à mieux choisir où ce qu'il veut poursuivre son avenir C'est en vrai. 2027, là, d'être là plutôt qu'à la maison ou de se fier un peu à ce que des amis sur le circuit lui racontent, là. Je pense que ça va être une belle façon d'évaluer où il veut poursuivre son avenir. Ce que ça signifie le fait que Verstappen reste, bien sûr, j'ai envie de dire les dominos, les cartes, Mhm. ou peu importe l'expression que vous voulez ajouter, utiliser, vont se mettre en place par le fait même, à moins là, de tout un revirement de situation. Ah ouais. Ça devrait confirmer le duo Mercedes, George Russell, Kimi Antonelli. On en parlait la semaine dernière que Toto Wolff s'était avancé. Peut-être qu'il a voulu aller au-devant des coups pour pas que ça paraisse comme ah ben là que Verstappen part pas, tu te tournes vers l'expression québécoise les bouches-trous. Puis je pense qu'il a pas. Tu sais, quand il a dit la semaine dernière, ah, ils vont passer des belles vacances, il a comme voulu aller devant des coups pour pas que ça soit en réaction, que là, tout d'un coup, Verstappen ne part pas, puis là, on décide de se tourner vers Russell. Est-ce que tu penses que il y a quelque chose qui s'est brisé? Tu sais, je vais faire un parallèle dans d'autres sports. Lorsqu'on doit aller en arbitrage pour des Mhm. négociations de contrat, il y a des choses qui se disent parfois qui on réussit jamais vraiment à réparer ça. Penses-tu qu'il y a quelque chose qui a pu être brisé? Pas du côté d'Antonelli nécessairement, mais du côté Non. de Russell et Toto Wolff? Ben, c'était plus dangereux, bien sûr, du côté de Russell et Volge que du côté d'Antonelli, là. Donc, Hmm, parlons juste de Russell. Je pense que Russell, en bon homme rationnel qu'il est, a toujours quand même véhiculé sa compréhension de la situation. Il ouais. sait que si une équipe est en mesure d'aller chercher Max Verstappen, ils vont le faire et il ne le prend pas personnel. Je pense qu'il connaît bien sa valeur, mais il sait que Verstappen, en ce moment, est une coche au-dessus. Puis, il n'a jamais vraiment démenti. Fait que je crois pas en ce sens que la relation soit un peu rompue, quoique ça aurait pu être un danger. On a vu ça par le passé, hein. Il y a souvent eu des obligations contractuelles comme ça. On se rappelle de Jenson Button qui était supposé aller chez Williams, il a fallu qu'il reste chez BAR. Récemment en IndyCar, Alex Palou était censé aller vers McLaren et peut-être avoir une chance, tu sais, d'essayer des F1, puis il y avait des obligations contractuelles avec Ganassi, là, tu sais, je fais le parallèle avec ça. Mhm. Donc, la relation était comme brisée un peu, mais ils ont réussi à la rebâtir. En ce qui concerne Russell, je pense pas qu'on ait été aussi loin que ça dans le bris de relation. Donc, s'il y a eu quelque chose comme ça, un ressentiment quelconque, je pense que ça va être plus simple. Ça va s'oublier rapidement. Un coup tu sais, que ça va être réglé, embarqué dans le véhicule et surtout peut-être qu'il performe l'année prochaine, là, ça va être vite oublié cet épisode-là. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est le terme du contrat. Même si des Oui, fois, c'est pas toujours pareillement. révélé, mais est-ce qu'il va avoir gagné son pari d'aller chercher peut-être 2 ans, une sécurité d'emploi, je sors les guillemets à la François Goulet, là, Mhm. comme quoi que sécurité que ça ne l'empêcherait pas Mercedes de décider d'opter pour Verstappen dans le futur, mais il y aurait une compensation qui devrait être versée à George Russell. Je ne sais pas s'il va avoir gagné ça, d'avoir au moins 2 ans, puis du côté d'Antonelli, ce sera un an. J'espère qu'on va réussir ou que des gens vont être capables de mettre la main là-dessus, que cette information-là va être publiée en quelque sorte. J'imagine que ça va être la mission de pas mal tous les gens qui entourent la Formule 1, aussitôt qu'on va avoir une confirmation que c'est signé. C'est pendant combien de temps le contrat a été signé, autant du côté d'Antonelli que Russell. Pour le fait de ce qu'on a brisé des relations, je pense que ce que tu évoques est très, très vrai. C'est que George Russell, c'est un gars qui est conscient, intelligent aussi. Mhm. Puis le fait que c'est pas n'importe qui le remplace, c'est Max Verstappen. C'est Non, pas c'est comme ça, là. si peut-être qu'il aurait pris ça plus personnellement, sans rien enlever à personne, mais je me dis, mettons qu'on aurait considéré peut-être un Carlos Sainz ou ces choses-là, peut-être qu'il aurait dit, ben là, moi, je suis meilleur que Ouais, Sainz, ou je suis plus jeune, je suis plus. Tu sais, puis c'est vraiment rien contre Sainz, là. C'est vraiment juste à titre d'exemple, comme ouais. j'essaie de prendre un pilote qui a pas nécessairement, qui a gagné en Formule 1, mais qui a pas Mm. nécessairement la feuille de route de Verstappen. T'aurais pu prendre Pastor Maldonado, puis ça aurait bien fait, Là, là. ça aurait été plus insulté. Là, il aurait eu le droit d'être insulté. Il aurait eu le droit d'être insulté. Mais tu sais que ça te fait plaisir, Pasteur Maldonado, Ah, il fallait que je le plug, là. autant que j'aime dire Franco Colapinto. Mais, mais c'est ça. Fait que, mais là, je commence à développer, hein, je me prépare tranquillement, pas Mhm. vite, que Ouais, Colapinto sera peut-être plus là. Fait que là, fais ton j'aime bien deuil. dire Timmy Antonelli. Je suis Oh. devenu un fan de ce nom-là. Mais c'est ça, mais tout ça pour dire, je pense qu'il n'y a rien de brisé. Je suis d'accord avec toi que c'est peut-être juste en Autriche que
il semblait avoir un peu d'amertume, mais il venait de gagner à Montréal, puis je pense qu'il a juste profité de cette occasion-là pour mettre un peu de pression sur Mhm. Mercedes, puis ça, c'était de bonne guerre, probablement, comme qu'on dit, pour aller peut-être chercher du long terme, une sécurité d'emploi. Mais ça, en tout cas, les morceaux se mettent en place, on Ouais, sera bien content, on pourra parler de d'autres choses. Il y a toujours Cadillac, mais Cadillac, ça semble au grand désarroi de notre collaborateur Simon Bachand, lui qui voulait ouais, un peu de créativité chez Cadillac, mais ouais. je pense que les morceaux vont tomber pas mal, comme on le disait depuis le début. Bottas et Perez. Le fait qu'on n'aura pas de pilote américain, tu sais, c'est tellement ce qu'on a entendu quand ça avait débuté ce projet-là avec Andretti, de dire on veut un pilote américain, on veut un pilote américain. Là, je pense que c'est vraiment plus d'actualité. Là. Il n'y en aura pas de pilote américain. Ça va vraiment être Bottas et Perez qu'on risque d'annoncer probablement pendant la pause estivale là, qui s'en vient après le week-end. Là. On va tomber en pause du côté de la Formule 1. Ben, ça prend. C'est que dans les pilotes américains, depuis le temps qu'on en parle, on va dire l'engouement était autour de certains talents qui ont changé un peu leur niveau de performance. On parle de Colton Herta, exemple, n'est plus tant la saveur du jour. Puis après ça, ben, les bons Américains se font un peu plus rares ou se font tout simplement trop vieux. Donc, pour une équipe de Formule 1, c'est important la performance, puis c'est important aussi, on va dire, la sécurité. Sergio Perez et Valtteri Bottas sont des pilotes d'expérience solides. En même temps, ils apportent un peu de denier en termes de commandite. Ils ont prouvé que c'est des gagnants en Grand Prix. Donc, ça pourrait être intéressant, évidemment, de commencer par eux. Peut-être un pilote américain va émerger. On peut penser à Cal Kirkwood, mettons en IndyCar, qui est en train de vraiment de faire ses dents. On parle aussi souvent d'Alex Palou. C'est pas un pilote américain, mais c'est un pilote qui est très apprécié aux États-Unis. Il est en train de faire vraiment une saison IndyCar incroyable. Il va remporter probablement, là, fort probablement son quatrième championnat, là, si ce n'est pas déjà en banque. Et donc, lui, en tant que pilote de Formule 1, pourrait attirer un capital de sympathie de la part des Américains, même s'il est espagnol, parce que il était dans le Giro IndyCar pendant longtemps. On veut juste pas le briser à la Sébastien Bourdet, là, Ouais. mais ça pourrait être une option. Puis il y a Pato Ward, évidemment, qu'on parle Ah, souvent. Mais lui, c'est un pilote McLaren, hein, donc est-ce que McLaren va vouloir le laisser aller? C'est à voir. je pense qu'on n'a pas le choix. S'il va y avoir un volant à F1, on ne peut pas le retenir. Ouais, c'est ça. On n'en a pas à lui offrir. Moi, je l'aime beaucoup, Patrick Ward. Puis ce Ouais, que j'aime, c'est qu'il a sa super licence. Puis ouais, ses essais qui ont été faits, il va en faire d'autres d'ailleurs au ouais. Mexique. C'est des bons temps qu'il a fait. Là. Dans les essais hivernaux, il était compétitif. Là. Donc ça, déjà là, c'est un bon signe. Faut pas oublier aussi en Formule 2, Jack Crawford, qui est un pilote C'est vrai. américain. Est-ce que ça veut pas dire qu'on n'aura pas un pilote américain tout de suite, mais qu'on peut pas commencer à en développer des Exactement. pilotes de demain, comme tu dis. Donc, Jack Crawford pourrait peut-être signer un contrat justement de développement et se faire dire que dans quelques années, quand on tombera justement avec être complètement une écurie d'usine du côté de Cadillac, avoir Mhm. notre motorisation, on prévoit ça pour 2029. Donc, ça nous laisse encore du temps un peu pour développer Crawford. Puis à ce moment-là, ben, on aura probablement tourné la page avec Bottas et Sergio Perez. Là. Peut encore remporter le championnat, Crawford, cette année aussi. Là. C'est Il est pas loin. Là. Il est à simplement 9 points en arrière là, dans le classement en troisième position. Puis de mémoire, la dernière fois que j'en avais parlé avec Kevin, il était très, très près d'avoir ses points de super licence si ce n'était pas déjà fait. Donc, Mhm. j'imagine qu'avec les points qu'il a accumulés depuis ce temps-là, là, il doit être correct pour ça. Pour ça, c'est toujours important de vérifier ça. Mais comme on dit, c'est pas pour l'an prochain. Ça lui laisse un peu de temps pour se trouver un poste. Mhm. Ensuite, autre nouvelle qui est tombée, on l'annonçait cette semaine, c'est Frédéric Vasseur, prolongation de contrat. Hein, on disait en début de saison, tu sais, c'était vraiment pas l'intention de lancer des rumeurs que il y avait tellement de pression sur Ferrari qu'on arrive, on pensait qu'on compétitionnerait pour le titre avec raison parce qu'on avait fini Mhm. très très près au dernier Grand Prix de la saison dernière. Là, c'est pas du tout le cas. On se demandait si la pression allait pas un peu envahir l'écurie, la haute direction de la Scuderia. On a déboursé énormément d'argent pour aller chercher Lewis Hamilton, même si ça a été remboursé avec tout l'argent qu'on a fait de la marchandise puis la valeur de l'entreprise qui a monté. Frédéric Vasseur, est-ce que c'est lui qui allait écoper pour ça? Toi, tu avais souligné le point qui est, ma foi, faut se dire que ça devait être véridique. C'est probablement la pensée qu'on a eue du côté de l'écurie italienne, de dire stabilité. On change l'année Mhm. prochaine, on passe à d'autres choses. C'est pas parce que ça fonctionne pas une saison qu'il faut tout démolir. C'est justement, c'est peut-être été ça le problème de Ferrari à travers les saisons, de dire, là, quand on regarde le nombre de
de directeurs d'écurie qu'on a passé à travers des autres saisons, à comparer de ceux qui ont eu du succès. Là. Tu sais, Red Bull, on vient de foutre à la porte Christian Horner qui était là pendant plus de 20 ans. On a Toto Wolff qui est maintenant le directeur d'écurie qui est là depuis... c'est ces deux entités-là qui ont eu le plus de succès. Donc, si on veut avoir une forme d'imitation, de regarder ce que les autres ont bien fait, faut pas changer, faut pas que ça soit des portes tournantes, là, parce que c'est pas là nécessairement la clé du succès et on a opté pour ça. Fait que j'imagine que tu es content non seulement de ce que tu avais dit, mais aussi on t'a écouté, on va dire, du côté de Ferrari. Ouais, ils m'ont sûrement, ils nous ont entendus, ils nous ont écoutés. Ben, C'est ça. tu sais, c'est sûr que dans le cas de Vasseur, lorsque ça va pas bien dans une écurie, puis là, je mets en parenthèse le fait de parler bien, sont deuxième au championnat, mais sont loin derrière McLaren. Donc, tu sais, là, c'est sûr que depuis qu'on a commencé à en parler, Ferrari, l'écart se creuse entre McLaren et Ferrari. Donc, tu sais, on peut dire, ah, c'est pas alarmant, son deuxième. C'était comme ça le discours il y a ben, plus mois, là, parce que là, quelques semaines, ça s'écartait pareil. Mais quand je dis, ah, c'est pas alarmant, ils sont en deuxième. Là, ce qui est alarmant, c'est leur distance par rapport à McLaren. Mhm. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est simplement la faute de Fred Vasseur et ça ne veut pas dire non plus qu'un changement de chef d'écurie va changer tout ça. Fred Vasseur a prouvé dans les écuries, plutôt dans les séries de développement, qu'il était très bon. Il était très bon chez Sauber, Alfa Romeo. C'est un bon directeur d'équipe. Donc, en gros, moi, je suis content qu'il l'ait renouvelé. Ça donne raison un peu à ma théorie de stabilité. Puis, tu sais, le souci vient fort probablement pas de là. Et que, justement, là, faut donner le temps aux gens d'évoluer. Ils ont changé le concept de la voiture cette année. Donc, tu sais, c'était pas garanti qu'il allait avoir du succès avec ce changement de concept-là. Malheureusement, on n'a pas eu on va dire le Ferrari, comme tu dis, qu'on espérait l'année dernière. Hein. On pensait vraiment, là, il était vraiment là, Ferrari, l'année passée. Donc, s'il avait continué sur cette lancée-là, on aurait peut-être eu une bagarre un peu plus serrée. Mais bon, content pour Fred Vasseur. Puis, tu sais, on sait qu'il n'y a rien de coulé dans le béton, hein, Martin. Si jamais ils décident l'année prochaine qu'ils ne le veulent plus, ils vont juste le compenser financièrement, puis ils vont s'en débarrasser pareil. Donc, Fred Vasseur est là. Je pense qu'ils ont fait le bon choix. Il est solide, puis au nom de la stabilité que j'ai évoqué Jean Todt dans le passé, ça a pris plusieurs saisons avant qu'il commence à remporter des championnats. On va peut-être voir la même chose. Ils ont des points en commun, Fred Vasseur et Jean Todt. Ils sonnent pareil quand ils parlent, hein? Donc, puis ils ont le même accent, ils parlent la même langue. Toutes ces bonnes choses-là font en sorte que ces gars-là sont extrêmement semblables. On a toujours l'impression qu'ils sont fâchés. Même quand ils le sont pas, hein. On les regarde, là, et Ils ont une face. moi, je regarde Frédéric Vasseur, je me dis des fois, là, ce gars-là, comme directeur d'école, là, ça marcherait droit en maudit dans Ah, une. c'est sûr. Écoute, il a l'air sévère, puis il l'est pas, hein. Il est très, très. Ben, il est peut-être à l'air. Oui, en fait, il a l'air super jovial. C'est ça, mais quand on regarde ses Pas tout le photos, temps, là, mais non, non, c'est ça. ouais, Mais moi, je suis content de le voir là aussi, parce que moi aussi. même si j'avais soulevé la question, c'est pas nécessairement que c'était pas personnel, là. Je voulais pas le voir partir. C'est juste que c'est la réalité du sport, des fois, la pression, puis la réalité des chez Mhm. Ferrari, c'est encore c'est une coupe de coche au-dessus, là, ce qu'on est capable de se ressentir comme Ouais. pression. Même un gars comme Lewis Hamilton le dit, là, qu'il il s'en attendait, mais il est surpris pareil de la pression que ça donne qu'on met l'uniforme rouge, là. T'as tout un peuple derrière toi, là. C'est ça, exactement. Et C'est très plus. particulier. C'est très Ouais. particulier parce que les écuries britanniques, il y en a plus qu'une. Les écuries Ouais. italiennes, oui, bien sûr, il y a la petite sœur de Red Bull qui est Ouais. l'ancienne Minardi, mais c'est pas pareil. C'est pas la même C'est pas la reconnaissance. même chose du Non, tout, là. Il n'y a c'est pas ça. il y a pas l'historique ni le patriotisme derrière, là. Non, exactement. On représente pas le pays autant que, même si on est fier d'avoir une écurie qui est dans une terre italienne, mais c'est pas la même chose du Ça tout. Il y a n'existe pas d'autres. des Vicarb Tifosi, là. Non, non, s'il y en a, il y en a quelque peu. Il y en a pas trop. Ouais, Tu sais, ils envahissent pas les circuits c'est ça. à travers le monde, là, donc c'est pas pareil du tout. Un autre dossier, ben là, cette fois-ci, c'est un départ qui enlève une saveur locale à une écurie qu'on Ben aime oui. bien. L'écurie Williams, je dis toujours saveur locale parce que bien sûr, il y a eu Jacques Mhm. qui a fait que, tu sais, Williams, ça nous a fait rêver, cette fameuse voiture-là qui est dans l'imaginaire d'à peu près tout le monde qui ont commencé à écouter la F1 à cette époque-là, ou même les gens qui l'ont découvert, c'est sûr que vous avez déjà vu ça. Donc c'est pour ça que Williams, il y a toujours une petite touche. Frank Williams, Claire Williams. En plus, après ça, on a cédé ça à des nouveaux actionnaires. Ces actionnaires-là s'étaient tournés en avril 2023 vers un Québécois qui s'appelle Frédéric Brousseau, un gars de Sainte-Thérèse, pas bien loin de chez nous, que lui, ancien gars de chez Pratt Whitney pendant 26 ans, un Mhm. ingénieur,
qui était là pour être chef des opérations. Très, très beau titre là, quand tu penses à ça. Là. Peut-être juste Gino Rosato qui a occupé un Mhm. titre semblable lorsqu'on a passé avec Lotus. Là, on l'avait nommé, je pense que c'était vice-président ou président, quelque chose comme ça. Donc, c'est très, très rare qu'on voit un Québécois occuper un poste comme ça. Ben là, lui, il décide que c'est le temps de retourner à la maison. On n'a pas toutes les causes, mais c'est sûr que vivre en Angleterre, là, il y a plusieurs choses qui sont choquantes. Premièrement, il conduit à l'envers de nous autres. Déjà là, moi, je dis à Mhm. l'envers parce que conduire comme ça, c'est pas évident. Fait que, tu sais, tout le mode de vie, tout ça, ce qu'il était tanné, peut-être qu'on en saura plus. On va essayer de l'avoir à un moment donné où elle fait un podcast. Ce serait le fun d'avoir un entretien avec Frédéric Brousseau, savoir l'expérience, tout ce qu'il a vécu là-bas, puis toutes ces choses-là. Donc, on va essayer de communiquer avec lui pour voir s'il peut nous accorder du temps. Une chose est sûre, c'est que moi, je trouve que c'est mission accomplie. Même s'il voulait ramener Williams avec tu sais, les notes de noblesse, ramener ça, c'est pas nécessairement encore rendu là, mais il la laisse dans un bien meilleur état que quand il l'a trouvé. James Valls est toujours là aussi. Il va mettre ça encore sur les bonnes rails, toutes ces affaires-là. Donc, il reste, lui, jusqu'au mois de septembre 2025, qui assure la transition. Son remplaçant, on le connaît d'une certaine façon. Mhm. C'est Axel Cruz. Axel Cruz, qui est un ancien de chez BMW, BM qui a travaillé étroitement avec Williams par le passé. C'est la dernière fois qu'on a passé près d'avoir le plus de succès, là, où est-ce qu'on a passé le plus près avant Mhm. 80, 97, c'était 2002 et 2003, où est-ce qu'on a fini deuxième au classement avec ce partenariat-là de BM. Et Ensuite, Jean-Paul Montoya. oui, Jean-Paul Montoya, oui, ça lui donne un nom français. Ouais, Après j'aime ça, ça. après ça, lorsqu'on regarde ça, il n'est pas étranger de la Formule 1 parce qu'il est allé passer 15 ans à la tête des Mhm. opérations de Sauber. Donc, c'est pas, il connaît la Formule 1, il sait qu'est-ce qui se passe. Il sait aussi que Williams, mérite le succès. C'est une écurie qu'est-ce que ça vient avec le métier et tout ça. Donc, je pense que autant que je suis déçu de voir un Québécois quitter, je trouve que Williams n'est pas laissé à elle seule, là, va quand même être entre bonnes mains. Oui, ben c'est certain que Axel Cruz, qui faisait partie, je sais pas, du groupe Guns N' Cruises, Oui, non, je trouvais que ça exactement. ressemblait à ça. Mais Toute oui, une c'est voix. ça. C'est que ce qui est plaisant de voir dans les remplacements qu'on a maintenant dans des postes clés, c'est que c'est souvent, c'est toujours des gens quand même qui sont dans le giron F1 depuis longtemps. Des gens qu'on connaît pas nécessairement ou qu'on connaît moins, que leur nom est plus en arrière-plan, si on veut, mais ces Mhm. gens-là ont fait du bon travail à travers les années et justement se font offrir des bons postes. Hein, c'est pas comme quelqu'un qui arriverait de l'extérieur. Moi, je vais prendre au hasard quelqu'un qui dirigeait une compagnie de vêtements italiens, mettons, dans les années 80, puis qui a été propulsé comme directeur d'équipe. Non. On, Je vois les liens, je vois les liens. Ouais, c'est vrai, les vrais connaisseurs vont savoir de qui je parle. Néanmoins, il a toujours fait du bon travail. Oui. Donc, tout ça pour dire que oui, Axel Cruz, écoute, très bon candidat. J'ai découvert avec la nouvelle, en toute franchise. C'est plate qu'on perde un Québécois en F1. Il va y en avoir d'autres, je suis certain. Puis ça va lui donner du temps libre peut-être pour venir s'entretenir avec nous. Donc, l'important, ce qu'on veut, nous, c'est que Williams aille dans la bonne direction. On a quand même cette écurie-là à cœur. On aime James Valls, on aime les pilotes là-bas. Donc, c'est une écurie, je pense qu'on ne peut pas la détester en ce moment. Puis, on aimerait voir Williams reprendre les lettres de noblesse. Donc, bonne chance à Axel Cruz et à l'équipe. En plus, on a deux bons gars comme pilote en Carlos Ben, c'est Sainz et ça. Tu sais, Alex on les Albon. aime, ces gars-là. Ouais. On peut pas, Même on si on peut les pas. prend comme exemple dans des situations contractuelles, on les aime, On ces les gars-là. aime pareil. Non, c'est ça. C'est rien de méchant envers Carlos Sainz. Je pense que Ben non, non, c'est non. des gens qui sont aimés dans des paddocks aussi. Mhm. On veut les voir réussir, Williams. Donc, t'es déçu un peu après le début de saison, t'es tout content. Puis après ça, les derniers Grands Prix, ça a été plus compliqué. Mais à Spa-Francorchamps, ça a bien été avec Alex Albon. Et ce qui pique un peu ma curiosité, c'est que Monsieur Brousseau a mentionné que lui, il voulait il passait à un autre chapitre. Il retourne dans la maison, il veut passer à un autre chapitre. J'ai hâte de voir, est-ce que c'est un retour chez Pratt Whitney Canada? Est-ce que rentrer à la maison, c'est simplement l'Amérique? Est-ce qu'un groupe comme Cadillac pourrait être intéressé de l'avoir? Est-ce que, tu sais, parce que Hmm. moi, je tire les conclusions qu'on a perdu un Québécois en F1. Je l'ai pas entendu de ses propres aveux, là, non plus, là. Fait que peut-être que je veux pas aller trop loin puis dire peut-être que c'est fini la F1 pour lui aussi, qu'il a vécu l'expérience, le rêve de plusieurs, là. Puis il a inspiré des gens. Moi, je trouve ça le fun lorsque tu vas dans ce marché-là, de montrer à des ingénieurs du Québec, de dire si tu as un côté
opérationnel, un côté entreprise, être capable d'être un leader, puis toutes ces choses-là, en plus d'avoir le côté ingénierie, bien, la Formule 1, ça peut sembler bien loin, puis un rêve inatteignable. Je comparais dernièrement, je parlais à un de mes amis, je disais, regarde un gars comme Zach Brown. Mhm. T'es né aux États-Unis, t'es un gars de marketing, de famille, c'est d'origine juive, là, c'est un juif, Zach Brown. Tu viens d'une famille juive aux États-Unis, tu regardes la Formule 1, puis tu dis à quelqu'un un jour, moi, je vais être PDG de McLaren. Mhm. Ça, c'est quasiment comme un Suédois qui grandit, qui dit, moi, un jour, je vais être directeur général des Canadiens de Montréal. Écoute, sais-tu, il y a sais-tu, il y a combien de candidats avant toi, là? Tu sais, puis c'est un peu Ouais. ça, Zach Brown, de dire, moi aussi, je trouve ça inspirant ce qu'il a fait de dire, tu grandis en Californie, et le nombre de candidats britanniques qui auraient pu pour diriger, être avant toi, pour diriger cette grande écurie-là, McLaren, finalement, tu as réussi à avoir la job, non seulement avoir le poste, mais de ramener ça comme champion constructeur. Ben, même s'il n'a pas gagné les titres puis ces choses-là, je trouve que ce que M. Brousseau a fait, ben, c'est un peu la même chose de dire moi, je montre que c'est accessible. On peut le faire. Si on fait bien les choses, puis on est bon dans ce qu'on fait, puis on met les efforts aux bonnes places, mais on peut se ramasser à avoir ces postes très prestigieux-là, d'être chef des opérations dans une écurie de Formule 1 qui, tant qu'à moi, là, tout un accomplissement de s'être rendu là. Donc, le parcours, la suite du chapitre, comme il le mentionne dans son communiqué, j'ai hâte de voir ça sera où. Est-ce que ce sera chez Pratt Whitney, une autre entreprise, ou ça sera toujours en F1 ou en course automobile, hein, aussi. Toi, t'aimes Mhm. bien le Indy, ces choses-là. Ben oui, L'expérience pas qu'il y impossible. a, c'est ça, c'est pas impossible. Il y a Audi qui a fait une petite annonce. Oui. On n'a pas tombé en bas de nos chaises, mais on a nommé une compagnie comme titre, comme les titres commerciaux, là, dans le fond, un commanditaire. Là, donc, Ouais. ça sera Revolut ou Révolu en français, là, si vous voulez le dire comme ça. C'est une compagnie qui travaille non seulement dans l'argent, mais aussi Mhm. dans la technologie. Quoi de mieux en Formule 1, l'argent et la technologie? Il n'y a pas ben d'autres mots Ouais. qui décrit mieux ça. Donc, on est une forme de banque, mais avec des nouvelles façons de gérer ça, protéger, sécuriser des transferts bancaires, la crypto-monnaie, toutes ces choses-là. Donc, on est dans tout plein de domaines qui touchent l'argent. Ça sera le sponsor titre de l'entreprise Audi. Quoique, on se Mhm. rapproche de là, hein, ça commence à sentir de plus en plus la Ouais, Formule 1 oui. pour le géant allemand. On a vu aussi des petites modifications sur certains designs de la voiture. Je trouve ça beau. Avant, il y avait beaucoup trop de rouge, orange, la couleur, là, ça allait partout. Là, on l'a comme enlevé sur les côtés des nouvelles images. Je trouve ça un peu plus beau, là. Elle commence à s'embellir, elle commence à ressembler plus à probablement ce qu'on va voir lors du lancement officiel de la voiture. Un petit fait particulier de cette entreprise-là, Revolut, les fondateurs, il y en a deux. Les deux ont double citoyenneté. Il y en a un qui est russe et britannique, Mhm. et l'autre est ukrainien et britannique. Je ne veux pas Tiens tomber dans donc. la politique, mais d'après moi, c'est le genre de mariage d'entreprise qu'on verra plus là, dans les prochaines années. Je ne sais pas comment on s'entend à l'intérieur de cette entreprise-là, mais quand même, de voir même si on a double citoyenneté, russe et ukrainien ensemble. Donc, c'est ça, c'est l'entreprise Revolut. Donc, on va la voir de plus en plus dans les prochaines années. La grosse nouvelle de la semaine, François, très excité de l'annoncer, puis je sais que toi aussi d'ailleurs. Grand Prix de Trois-Rivières Oui. qui s'en vient semaine prochaine, donc 8, 9 et 10 août, mais ça, c'est ça, c'est sur 3 jours. Eh bien, aura une saveur locale pour nous au F1 Podcast, puisque notre Mhm. collaborateur, Jean-Christophe Tran, qui nous a donné la permission d'ailleurs de l'annoncer en primeur, eh bien, il sera de la compétition au Grand Prix de Trois-Rivières. Il sera dans la série Radical Canada. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi les séries Radical Canada, ben, vous pouvez aller voir. Il y a plusieurs modèles, là. C'est des voitures qui sont faites en Angleterre. Et Mhm. lui, il va piloter une SR3, donc une Ouais. 1340 aussi. Il y a les deux titres comme ça. C'est des belles voitures quand même à voir. On dirait que c'est comme rétro, mais c'est quand même une voiture qui a été faite assez récemment, mais ça fait penser à ça. On est à l'extérieur de la voiture, on a des barres comme de torsion de chaque côté. J'imagine, pour être sûr que s'il arrive quelque chose, si jamais on pivote ou quoi que ce soit, ça a l'air des voitures qui sont assez agiles parce que Ouais. le ratio puissance versus le poids, c'est quand même assez démesuré. On a beaucoup de puissance, puis c'est pas des voitures qui sont très, très lourdes. Donc, j'ai bien hâte de voir notre collaborateur Jean-Christophe performer dans ces voitures-là. Ça va être intéressant. Il va pouvoir se mesurer à d'autres bons pilotes dans cette catégorie-là. C'est un gros événement, Grand Prix de Trois-Rivières. Mhm. Les Gilles Villeneuve de ce monde ont commencé là-bas. Jacques Villeneuve aussi a déjà fait son tour. Donc, les bons pilotes passent par là. Donc, d'avoir Jean-Christophe en action, pour les gens qui veulent le voir, ça va être le 8 août à 14h30 et à 18h40. 18h40, ça sera la course. Et le Mhm. 9 août, dès 9h15 le matin, et la course sera à 17h35. Si j'ai bien compris,
ces courses-là sont présentées à travers la chaîne YouTube du Grand Prix de Trois-Rivières. C'est bien ça, François? C'est ça que tu as Ben, compris? c'est Ouais. ce que j'ai cru comprendre de la part de Jean-Christophe. En même temps, il dit que ça va être mis en rediffusion à RDS, mais moi, c'est Ah, certain que je vais courir après ça le plus en direct possible parce que, ok. première des choses, quand il y a des Grand Prix de Trois-Rivières, c'est toujours des courses intéressantes. Puis, c'est la première fois que la série Radical va là, si je ne me trompe pas, parce que j'ai pas vu de course de Radical là-bas. Ça va apporter une nouvelle saveur au Grand Prix. C'est des voitures qui sont pas très grosses, hein? Donc, ça m'étonnerait pas de voir du 3 de large, là. C'est un peu gros comme plus ou moins une Formule Atlantique, là, mais ce n'est pas une monoplace. Il y a une coque par-dessus. C'est très plaisant à conduire, là. J'ai eu la chance de le faire en simulateur souvent, là. Donc, c'est à 232 chevaux pour le modèle qu'il a, 620 kilos dans ces eaux-là. Juste un comparatif, un tour à Silverstone, c'est en 2 minutes 2. Donc, c'est quand même assez rapide, là. Ouais. Puis Jean-Christophe, ben, on a bien hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire là. Puis fort probablement qu'il va se mesurer à des gens comme Tagliani, Camiran, tous des pilotes qui sont établis, qui vont se prendre des volants dans cette série-là, là, un peu comme on voyait dans le défi urbain avec les voitures sur terre battue. Donc, j'ai vraiment hâte. Puis oui, ça risque d'être sur. On va pouvoir le confirmer d'ici là, peut-être lundi, là, vraiment, là, la chaîne YouTube. Mais c'est certain que moi, je vais regarder ça avec grand intérêt. Ah, c'est sûr que les gens vont m'entendre répéter parce que je vais en parler lundi aussi parce que je veux que le plus de personnes soient au courant. Puis on va en reparler aussi dans notre épisode de jeudi prochain, qui sera d'ailleurs notre bilan mi-saison, vendredi prochain plutôt que sera publié. Mais ça va peut-être être un peu tard. Ça va être la même journée que les activités vont commencer. Donc oui, ça va être important pour moi de le répéter. On va faire des publications sur Facebook aussi avec Jean-Christophe, essayer de vous montrer la voiture, essayer de vous garder un peu dans l'action. Ça va bien tomber parce que ça va être un point mort pour la saison d'F1, même s'il reste encore d'avoir de l'actualité. On va pouvoir couvrir ça aussi puis tenir les auditeurs au courant qui vont sûrement être très curieux là, et être derrière Jean-Christophe pour des bons résultats, mais surtout, même si c'est pas des victoires ou ces choses-là, c'est surtout de se faire voir, faire valoir son talent. Mhm. C'est pas évident au Québec. On le dit souvent, on n'a plus les écuries players puis toutes ces Non, choses-là. Jean-Christophe, il a essayé d'aller en Italie avec la famille Antonelli, mais ça prend des moyens, ça prend de l'argent. Quelle entreprise québécoise veut financer une série en Italie de course? C'est pas évident de trouver quelqu'un. Puis les entreprises en Europe, ben, ont leur pilote déjà, ben ils vont ouais. s'associer. Et je le dis souvent, mais le mot, c'est ça, c'est pas évident. Donc, d'arriver, lorsqu'on a une série comme un événement comme le Grand Prix de Trois-Rivières, d'être capable de sécuriser un volant, puis de montrer ce qu'il sait faire, surtout dans des voitures comme ça. C'est une Mhm. évolution aussi parce qu'il aurait pu retourner en F1600, mais Mhm. je pense pas que c'est quelque chose qui l'intéresse. Il veut faire autre chose, et puis là, il va pouvoir se montrer. Puis à moins que je me trompe, François, tu disais, c'est Mhm. pas une monoplace, mais ils sont pas assis au centre, hein, ils sont pas Ben, ben, désaxés un peu. en fait, c'est parce que oui, on va dire c'est une monoplace, Ouais. mais c'est pas une voiture, on va dire à roue, comment on appelle ça? Ah, ouais, si les roues sont cachées, open En anglais, wheel, on dit ouais. open wheel. Ouais, c'est ça. Non, Donc, c'est ça qu'on appelle, c'est ça que je qualifie d'une monoplace, moi. ouais. Tu sais, en anglais, on dit open wheel car, donc les roues ne sont pas ouvertes, mais oui, il n'y a qu'un seul siège au centre. Mais ce que je veux dire, il est assis au milieu parce que Non, de attends un peu. mémoire, Je j'ai pense vu que je qu'il est me trompe, là. Non, désaxé. non, il est désaxé. Je me Oui, il est trompe, là. désaxé, c'est ça. Ouais, ouais. C'est pour ça que je me dis, il n'y a peut-être pas nécessairement un autre banc, mais je trouvais que ton expression était bonne de dire que c'est pas nécessairement, c'est pas une conduite centrale, là, c'est ça. Non, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que Ben, je tu comprends. sais, souvent des voitures de course, là, comme ça, justement, c'est une voiture qui est faite quand même pour transbahuter deux personnes. Mais mettons, le DTM dans le temps, le pilote n'était pas assis à gauche complètement comme d'une voiture de série, mais il n'était pas assis au centre non plus. Il était comme un petit peu au un tiers. En tout cas, Ah, mais ok. la radicale de course, là, je pense qu'il est vraiment assis seulement d'un côté, là. Fait que ça, c'est pas évident non plus. Ben, il faudrait qu'il m'embarque dans le pas du passager pour équilibrer. Ouais, le problème, c'est que les autres n'auront pas de passagers. Je sais pas, ben, il faudrait. Ouais, il y Peut-être a mon que. poids qui. C'est ça. JC, il a pas l'air trop lourd, mais on va dire, on va y garder son avantage. Je sais pas comment il équilibre les poids dans ces Écoute, je suis prêt à catégories-là. perdre 30 livres et de retrouver mon poids cote là, si c'est la condition pour embarquer dans son auto. Et d'ici vendredi, il va falloir que tu prennes un Ouais, régime de gars de UFC assez vite. ouais, En pas tout pire. cas, pendant que François va commencer à perdre du poids dès maintenant, ben, on va passer au bloc de vendredi parce que c'est commencé, là. Il y a un Grand Prix en fin de semaine, c'est le Grand Prix Mhm, d'Hongrie en direct du Hungaroring. Eh bien oui, c'est dimanche que se déroulera la 14e manche du championnat du monde 2025 en direct du circuit du
Hungaroring qui a été inauguré pour la Formule 1 en 1986. C'est donc la 40e édition déjà de ce tracé de 4,38 km de long, 14 virages, 6 à gauche, 8 à droite. Deux zones DRS seront à la disposition des pilotes et ils devront compléter 70 tours au moment de la course ce dimanche. Les gommes apportées par Pirelli sont la C5, C4 et C3. C'est un circuit qui a été fraîchement rénové. Pas nécessairement pour le tracé, mais c'est surtout pour les paddocks, la ligne des puits, les estrades, les grosses estrades là, en face de la ligne des puits, toutes ces choses-là. C'est magnifique ce qu'on a fait là. C'est magnifique, même si peut-être dans les prochains instants, vous allez m'entendre être un peu plus critique sur ce tracé-là, même s'il est très apprécié des pilotes. Mais ce qu'on a fait là, côté pour faciliter tu sais, rendre l'expérience pour les gens, mais aussi le visuel à la télévision, j'ai trouvé que vraiment ça a été très bien réussi. C'est très beau ce qu'on a réussi à faire. De ton côté, François, parlons-en de ce tracé-là du Hungaroring parce que il porte bien son nom, ça tourne sur un moyen temps. Oui, c'est considéré comme la piste de karting de la Formule 1. Oui. Donc, on peut vraiment apprécier la vitesse des monoplaces. Évidemment, ben, on est d'accord là-dessus, toi et moi. Ben, tu sais, on est des puristes, on aime les vieux circuits, mais ce circuit-là, est peut-être un peu plus adapté à la Formule, moins adapté en fait à la Formule 1 contemporaine. Donc, on a vu vraiment des beaux événements là plus par le passé. C'est sûr qu'il y a toujours des faits saillants qui se passent à Budapest, à ce circuit-là. On peut se rappeler de la boule de bowling Valtteri Bottas. On peut se rappeler du contact Verstappen-Hamilton qui avait été assez violent. La victoire d'Esteban Ocon. Donc, il y a toujours quand même un peu d'action. La pluie pourrait se mêler de la partie et justement brouiller les cartes. Peut-être pas trop les brouiller ou pas brouiller la vue, là, mais n'empêche que c'est un circuit où on peut vraiment apprécier la vitesse. C'est plaisant pour les pilotes. Un tour embarqué très spectaculaire. Mais malheureusement, il n'y a pas de grande ligne droite et de freinage appuyé. Donc, les dépassements sont un peu plus difficiles. Et les deux zones de DRS, ben déjà, la première zone de DRS n'est pas super longue, c'est la ligne de départ arrivée qui n'est pas extrême. Et la deuxième, eh bien, entre toi et moi, Martin, je ne sais pas pourquoi on a mis une zone DRS là. Je vois pas. Ah, ne serait-ce que pour rapprocher des voitures un peu pour le restant du tour, mais j'ai l'impression que c'est pas ça qui va faire la pluie et le beau temps, là. Mais ce qui est important, tu parles de la zone DRS, Mhm. une zone de détection, là, un point de détection. Donc, Ouais, ça si, c'est vrai. dépendamment, là, lorsque tu arrives vers la fin du tour, là, dans le virage 13, Ouais. tu réussis bien ta sortie, tu es en avant de ton rival qui te suit à l'arrière, ben, c'est lui qui va avoir, si tu as une seconde, il va avoir le DRS pour la ligne droite, et puis c'est lui qui va l'avoir dans la deuxième portion, là, après le C'est virage vrai. 1. Donc ça, c'est important, mais en même temps, même si tu lui donnes le DRS pendant toute cette séquence-là, il n'y a pas de gros freinage au virage 2. Fait qu'il ne pourra pas vraiment tenter quelque chose. C'est ça qui est. Fait que comme tu Bon, on dis, a déjà vu du 2 de large au virage oui, 2 dans le passé, des fois il me semble que j'ai un souvenir de deux Red Bull côte à côte, là, vraiment. Puis tu sais, après le virage 3 qui est vraiment rapide, là, un petit genre on appelle ça un dogleg là, dans le langage oui. du golf, un petit patte de chien par la droite, là. Donc je dirais, écoute, oui, c'est le fun qu'il y ait une zone de détection. Ça donne quand même, on va dire, aux chasseurs la possibilité de se coller au virage 1 et peut-être d'aller chercher quelque chose au virage 2, ou au moins de se positionner pour aller chercher un avantage avec le 3 puis vers le 4. On ne sait pas ce qui va arriver. On va voir aussi, tu sais, avec. Ben, c'est pas la première année qu'on a de l'effet de sol, mais les pilotes sont talentueux. On espère qu'ils puissent justement être un peu plus téméraires, on va dire, être téméraires, puis aller se mettre à l'extérieur du virage 2 pour avoir l'intérieur au virage 3. Là. C'est là qu'on a déjà vu des beaux dépassements là, à Budapest. Mais il y a quelque chose qui est sûr, OK? C'est pas impossible de dépasser parce que Verstappen est parti Ouais. 10e en 2022, puis il est remonté pour aller chercher la victoire, puis il a remonté très rapidement, là. Il réussit à compléter des dépassements. Autre information qui m'a lancé en bas de ma chaise, combien de dépassements il y a eu en 2024 sur ce circuit-là? Donc la Oh, dernière édition. tu nous as déjà fait l'exercice à Montréal avec l'autre jour dans Ouais. l'entre-deux courses. Pascal était là d'ailleurs. Là, l'année passée, combien de dépassements? Il n'y avait pas de pluie, si je me rappelle bien. Donc, je vais dire 32. Il y en a eu 65.
Dieu du ciel. Ouais, c'est pour ça que C'est le j'étais là. double, c'est exactement le double de ce que j'ai dit presque J'ai-tu là. manqué quelque chose? Ben, en Hein? milieu de peloton, des fois, C'est ça. c'est là qu'on voit moins. Puis surtout qu'on avait les yeux rivés sur la bagarre, on va dire la bagarre, et j'en fais encore des guillemets avec mes doigts, Piastri-Norris, qui avait été la première victoire en fait d'Oscar Piastri. Il y avait eu les arrêts au pied où il avait fait arrêter Lando en premier, il avait réussi à faire l'arrêt anticipé sur Oscar, mais c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Tu sais, normalement, dans les directives d'équipe, celui qui est en avant va pouvoir avoir le loisir de choisir Mhm. un peu plus ou d'avoir la préférence. Donc, c'est sûr que c'était une bonne guerre de redonner la place à Oscar Piastri. Par contre, Lando et Norris étaient très longs avant de la redonner et je crois personnellement, parce que j'ai pas fait on va dire l'analyse de ce Grand Prix-là, c'était Kevin qui était avec toi, mais si Lando Norris l'avait de redonner plus tôt, aurait pu réattaquer et aller chercher la victoire de façon légitime. Chose qu'il n'a pas pu faire parce que là, il l'a donné trop tard. Parce qu'il faut le dire, le favori sur ce circuit-là, même si c'est Oscar Piastri qui a eu sa première victoire là-bas Mhm. l'année dernière, comme tu mentionnais, c'est Lando Norris qui fait bien en Hongrie. Tout à Il a fait. Il même, adore le circuit. il adore le circuit, même chose pour Lewis Hamilton. Il n'y a personne qui a gagné plus souvent que Lewis Hamilton Huit là-bas. fois, je pense, Ouais, avec 8 neuf fois. pôles. C'est quand Quand même même. incroyable, Ouais, là. ça, Ah ouais, c'est hot. Puis en plus, après ça, pour ajouter ce qu'on dit, les écuries qui performent bien normalement en Hongrie, c'est Mercedes ou McLaren. Il n'y a personne d'autre qui performe mieux qu'eux, là. Donc c'est vraiment un endroit pour eux. Je fais attention à ce que je dis parce que je sais que j'aime pas ça, moi, dénigrer un grand prix. Mhm. Jamais vous allez m'entendre dire écoutez pas ça. Il y a peut-être juste celui de Singapour qui passe bien proche, là, mais Moi, chaque c'est grand prix. Qatar des fois, Oui, là, mais Qatar, bon. ouais. On n'avait pas donné de coupille au Qatar aujourd'hui, il fallait en Ah, c'est donner un. ça, là. Mais c'est ça, c'est que mais celui d'Hongrie, il y a ses particularités. C'est sûr que le samedi, c'est incroyable. C'est Ouais. très technique. C'est sinueux. C'est très le fun, comme tu dis, en tour embarqué, là. Moi, Pas de repos, là. Pas de non, il n'y a pas répit de pour le repos. pilote là-bas, Ça là. tourne constamment. C'est très dur physiquement aussi. Il fait très chaud normalement. C'est dur pour les pneus. C'est pour ça que d'arrêter avant, là, le terme anglais que vous allez entendre souvent, là, c'est le undercut, là. C'est Ouais. arrêter avant l'autre pour bénéficier, dans le fond, de faire un tour de plus, mais un tour euh, avant lui avec des gommes plus Mhm. fraîches, des gommes neuves, et bénéficier de ce temps-là que l'autre ne pourra jamais récupérer entre d'autres. C'est une façon Ouais, de ben c'est le tour l'expliquer, de là. sortie est beaucoup plus rapide avec des gommes fraîches que le tour d'entrée au puits avec des gommes usées. Fait C'est qu'on ça. appelle ça l'arrêt anticipé, mais le mot undercut en anglais se prête tellement bien à ça C'est ça. que La carte d'en dessous en français. On ouais. pourrait peut-être commencer à l'utiliser, mais je pense que les gens Moi, je vont quand l'appelais même se j'appelais la demander sous-coupure, moi. la sous-coupure. J'appelais la La sous-coupure. sous-coupure présentée par La Belle Haie. Ouais. Mais c'est ça. Ouais, pas fou. Ouais. Mais c'est ça. En gros, c'est drôlement important, là. Vous allez voir les écuries commencer à jouer ce jeu-là. Aussitôt qu'on va commencer à avancer dans le nombre de tours, c'est à quel moment on est capable de rentrer au puits, de mettre les nouvelles gommes et comme François vous l'expliquait, le tour de sortie, faire un tour beaucoup plus compétitif que son adversaire. Et après ça, quand l'adversaire décide de répliquer, de rentrer et de faire la même chose, il pourra pas récupérer parce que si toi, tu as fait ton 18e tour de façon beaucoup plus rapide, avec des fois, parfois peut-être une seconde plus Ouais. rapide, trois quarts de seconde, peut-être des fois même plus, ça dépend. Mais moi, quand je ressors, mon 32e tour est déjà fait. Avec là, je suis en troisième tour, j'essaie de récupérer, mais je le regagnerai jamais, là. On redonnera Mhm. jamais ce tour-là. Donc, l'avance que tu es allé chercher ou l'écart que tu as réussi à combler, ben, il est perdu. On peut plus l'avoir. Rentrer au puits, en plus, maintenant, on n'a pas changé la ligne des puits, mais ça coûte une vingtaine de secondes, un peu comme partout, parce que justement, on n'a pas, c'est pas comme à Monza où on a tellement une ligne droite à pleine vitesse que lorsqu'on rentre au puits, puis on est complètement arrêté, on perd excessivement de temps. Donc, c'est dans la moyenne, là, on perd une vingtaine de secondes quand on rentre au puits. Les trajectoires, ben, trajectoires techniques pour le week-end, on en a de moins en moins, on vous l'avait dit. Mhm. On approche 2026, changement majeur de réglementation. Donc, les écuries commencent à contrôler le budget, commencent à contrôler le temps de développement pour miser sur les nouvelles voitures. Mais du côté de Red Bull, on a quand même décidé de continuer de perfectionner ce qu'on avait. Donc, un nouvel aileron avant, on a aussi changé le coin à l'avant de la RB21. Ce qu'on veut faire avec ça, eh bien,
c'est typique pour le circuit du Hungaroring ou les circuits d'ici la fin de la saison qui demanderont énormément d'appui aérodynamique. On le sait, pas beaucoup de lignes droites, donc on a besoin de nos ailerons. C'est pas comme à Spa-Francorchamps où on a secteur 1, secteur 3 où que ça sert pas à grand-chose puis on peut tricher là-dessus. Là, on a Mhm. besoin de braquer les ailerons au maximum pour être sûr que la voiture colle en virage. Ce qu'on a décidé de faire, c'est comme l'aileron arrière va être vraiment braqué, on veut changer l'angle de l'aileron avant pour être sûr qu'on ait une certaine, dans le fond, que l'écoulement se fasse tout le long de la voiture et vienne continuer sur le profilage de l'aileron aussi. Donc, c'est important pour nous. C'est ce qu'on a fait du côté de Red Bull. On a aussi modifié aussi le système de refroidissement des freins dans la même façon d'aller avec l'enlignement qu'on veut faire du côté du circuit de Hungaroring, mais aussi pour combattre la chaleur. Ça a causé des problèmes aujourd'hui à Max Verstappen. Déjà, on travaillait là-dessus. Il y a quelque chose qui fonctionnait pas sur la roue avant droite. Donc, c'était ces fameux conduits-là. Là, si vous avez vu les essais libres, c'était un problème qu'on avait. Une autre écurie qui a apporté des améliorations. On ne sait pas si c'est des bonnes nouvelles. Hein? Quand Aston Martin apporte des choses, on l'a Ouais. vu au dernier week-end. Là, ouais, je sais pas. Pour l'instant, ça semble bien aller, mais c'est aussi aileron avant, spécifique au circuit aussi. Donc, une conception plus agressive. On veut augmenter, bien sûr, l'appui aérodynamique sur la voiture, mais aussi la charge totale que la voiture peut prendre et générer. Bien sûr, si on a besoin de ça pour utiliser ça, comme je le disais, avec plusieurs virages. Et du côté de Racing Bulls, la petite sœur de Red Bull, eh bien, on change le coin avant, plus précisément, dans le fond, on veut aussi modifier le tambour à frein, modifier pour l'amélioration de la conditionnement de l'écoulement d'air. Donc, on le sait, là, ces fameux conduits-là, on les a besoin pour refroidir les freins, mais des fois, ça vient perturber un peu le concept aérodynamique d'une voiture. Donc, on travaille toujours pour rendre ça le plus efficace possible. De l'autre côté, là, toutes les autres écuries ont rien apporté pour le circuit du Hungaroring, du moins rien qui sort de l'extraordinaire ou qu'on a été obligé de soumettre à la FIA parce que c'était nouveau. Donc, on va dans des concepts aérodynamiques qu'on a déjà utilisés ailleurs dans la saison. Donc, pas de nouvelles pièces, juste des changements de configuration pour se prêter au circuit. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Bien, tomberez pas à votre chaise. C'était l'orange papaye qui était très puissant. C'est un circuit, j'ai envie de dire un circuit McLaren. Hein? Maintenant, dans le concept, là, la voiture tourne tellement bien, la voiture use pas ses pneus. Euh, Quand on est sur un circuit justement qui arrête pas de tourner, où ce que les pneus sont en demande, où ce qu'il y a de la chaleur, c'est très très difficile de penser que les McLaren ne seront pas capables de bien performer. Ben, à date, ils ont montré quelles étaient les voitures dominantes. Bon, pas juste à travers la saison, mais sur le circuit en essai. Voiture bien équilibrée, fait que oui. Puis en même temps, c'est tous les atouts que McLaren a présentés depuis le début de la saison, ils vont pouvoir les appliquer dans un circuit comme celui-ci, où justement une voiture bien équilibrée va se refléter sur un tour donné. Donc, c'est Norris qui a été le plus rapide. On disait qu'il est le favori pour le week-end, à moins d'une erreur. C'est lui qui se prête bien à ce circuit-là. Il le maîtrise bien, beaucoup de confiance. Il a besoin de marquer des points, mais c'est seulement 16 points d'écart, à moins que je me trompe, là, j'y vais de mémoire. Mais c'est pas un gros écart, là. J'avais une conversation avec un 16 ami. points, oui. 16 points, justement. J'avais une conversation avec un ami hier qui me disait est-ce que tu penses que c'est Piastri maintenant, c'est fait? Je dis, une crevaison, ça change tout. Voilà, c'est Tu sais, c'est niaiseux comme ça. La bon, Formule 1, tu dis, il passe sur un petit morceau de carbone, puis Astrid a une crevaison, marque 0 point. Lando Norris, on va dire le pire des scénarios, lui en marque, pas le pire parce qu'on veut pas qu'il gagne, mais le pire dans le cas du ouais, clan ouais, ouais. Piastri. Lui, il en marque 25, l'autre en marque 0. On est de retour dans la course, là. Ouais. Puis pas parce qu'on est sorti de la course, mais c'est juste que tout vient de se bousculer, tout vient de changer. Donc, c'est pas terminé, là. Oui, Oscar a les éléments pour le faire. Il semble pas affecté par la pression, toutes ces choses-là. Sauf que, comme tout le monde, ses pneus, il y a de l'air dedans. Fait que tu peux avoir une petite crevaison, on peut avoir un problème de mécanique, toutes ces choses-là. Donc, Accident au premier virage. ben oui, c'est Valtteri Bottas qui remplace quelqu'un, boule de bowling numéro 2. un frein qui colle, incendie. On veut pas y porter malheur, mais c'est ça. C'est un sport comme ça parce que c'est pas nécessairement le coup de volant, il y a un côté mécanique. Puis pour l'instant, on est très très fiable du côté de McLaren. On n'a pas ces problèmes-là, mais il y a des différents tracés qui s'en viennent, des différentes conditions, différentes météos. On sait jamais ce qui peut arriver. Donc oui, pour l'instant, Norris favori, c'est lui qui a été le plus rapide avec un tour de 1:15.624. Piastri, un peu plus de 2 dixièmes d'écart. Charles Leclerc, j'ai envie de dire le top 3 là, si vous avez des paris à prendre, même si on n'incite jamais personne à faire des paris, mais vous pouvez gager une barre de chocolat avec un ami ou quoi que ce soit. Mhm. Vous pouvez regarder Norris, Piastri, Leclerc, il y a une tendance qui s'est installée là. La voiture de Charles Leclerc, puis c'est-tu beau à voir Charles Leclerc sur ce circuit-là, hein? Il Ah travaille oui. tellement fort, tu le vois.
les risques. J'avais peur pour lui parce qu'il nous a habitués par le passé, Charles, des fois à décrocher une voiture, même dans des séances de célibre parce qu'il pousse beaucoup. J'ai regardé aujourd'hui, là, Charles, j'ai de la misère à croire qu'il était pas au maximum, là. Il en donnait puis pas à peu près. C'était le fun de regarder un tour, là, de le voir s'élancer là-dessus. On a pris une résolution hein, ensemble de dire on va le laisser tranquille, mais Lance Mhm, Stroll, là, qui arrive, tu sais, on s'énerve pas, là. Des fois, ils ont dit quatrième. Moi, la dernière fois, j'ai dit ça, j'ai dit, hey, je suis content de le voir bien commencer un vendredi. Il va pouvoir mhm. bâtir en confiance. Finalement, ça a été catastrophique. Je pense que c'est Ouais, je veux parti pas lui de. porter malheur, là. Je C'est veux qu'il ça. réussisse, Lance Stroll, là. C'est quand même notre pilote national là, en ce moment. Fait que je lui laisse je le laisse tranquille, comme tu as dit. C'est ça. On fait pas de Mais pronostic, bonne rien. FP2. Bonne C'est FP2. ça, exactement. Une bonne séance. Je suis content pour lui, mais en espérant que ça va tenir pour demain. Puis c'est le fun pour Aston Martin parce que c'était le chaos là, la semaine dernière. Là, quand on a regardé, on emmène des nouvelles évolutions. On fait pas très bien. On a seulement une séance de célibre pour trouver ce qu'on veut faire. Finalement, on se plante complètement. Après ça, on sort du parc fermé, c'est le règlement qu'il veut. Après la course sprint, on a une chance, ben, une deuxième chance de bien faire. Finalement, on fait pire. On se ramasse, c'est dur de faire pire que ça quand t'es 19 et 20e. Et que t'as un pilote comme Alonso qui est 19e, là. Tu sais, un double champion du monde qui est en 19e place. Normalement, ça te donne un bon indicatif de la genre de voiture que tu as apporté ou du moins des réglages que tu as fait. Là, on arrive au Hungaroring, puis on est 4-5. C'est juste le vendredi. On commencera pas à virer fou, mais quand même, tout ce qu'on peut prendre. Puis Fernando Alonso, faut en parler. Mhm. Problème de dos suite à Oui. la Belgique. Il a combattu ça un peu toute la semaine. Donc, on a appelé du renfort. On a mis le Brésilien, monsieur, je l'appelle la mascotte TikTok d'Aston Martin parce on n'a pas l'air de vouloir l'utiliser pour d'autres choses. Je pensais qu'il y aurait peut-être sa chance de courir en fin de semaine. On va voir comment qu'Alonso va s'avoir senti après cette deuxième séance de libre là. Mais on avait mis Drogovic dans la voiture là, dans la première essai. Oui, ben, content de voir Drogovic là. C'était, comme tu as dit, une décision, on va dire, de dernière minute dans le coin d'Alonso. On ne sait pas trop s'il allait faire le Grand Prix. Il a fait la FP2. Est-ce qu'il va se sentir assez à l'aise pour justement poursuivre la fin de semaine? Comme on s'est dit, là, il se bat pas pour le championnat. Donc, tu sais, rendu à un certain âge, et j'ai exactement l'âge de Fernando Alonso, et j'ai des problèmes de dos, il faut écouter son corps. Donc, là, quand même, il a bien performé avec les Aston Martin. Est-ce que les petites améliorations entrent en ligne de compte? Et je trouve que c'est le fun d'avoir mis Felipe Drogovic dans la voiture, hein. Je pense qu'il le mérite bien. Ce gars-là ronge son frein en ce moment. Donc, c'est le fun de voir aussi là, où il se situe là, par rapport au reste de la grille. Moi, je trouve qu'on a appris de nos erreurs. Parce Mhm, que en laissant Drogovic pratiquer, ben, on le rend éligible au moins pour les qualifications, ces choses-là, là. Tu sais, l'erreur mhm. qu'on avait faite avec Stroll, là, qui avait probablement mal à la main au Ouais. début du week-end, finalement, on a décidé de lui faire les deux séances de CELI, puis on s'est retrouvé un peu mal pris devant tout ça. C'est sûr qu'il reste celle de demain, puis, mais quand même, on le met pas dans une mauvaise position. À date, ils sont sur un terrain égal, autant Drogovic qu'Alonso. Les deux Ouais. ont eu le même nombre de temps à bord de la voiture pour faire des essais. Et on peut prendre une décision ce soir à tête reposée, regarder comment Fernando va se sentir demain. Euh, on veut pas, je vais utiliser ma phrase célèbre que tu aimes bien, on veut pas faire de De l'âgisme. l'agisme. Mais tu te situes dans cette position-là, des fois, après avoir fait un effort physique, le lendemain, on a des surprises. Hein? Lorsqu'on se réveille, on se lève de notre lit. Je sais pas, moi, j'ai pas encore ton âge, mais je peux m'imaginer facilement comment que tu peux te sentir après des activités physiques. Oui, tout à fait. À 43 ans, des fois, le lendemain d'un basketball, je suis extrêmement raqué et je joue encore au basketball ce lendemain soir-là. Et là, je me rends compte que je m'ennuie du temps où je faisais 5 pratiques par semaine et de l'entraînement où j'étais une machine inarrêtable. Alors, un moment donné, en fait, je pense que c'est pas dans l'âgisme le fait que d'arrêter de s'arrêter de s'entraîner ou ça. Je pense que Fernando Alonso doit être quand même sur un entraînement Ah oui, il est assez en forme. régulier, Ouais. mais c'est sûr que tu sais, à un moment donné, ça faut que tu écoutes ton corps. Hamilton souffrait l'année dernière, on l'a vu hein, beaucoup là, plutôt même dans les dernières années là, avec les nouvelles voitures faites sol, quand il y avait plus de marsouinage, tout ça. Il y avait mal au dos. Ça a l'air vraiment difficile pour les pilotes, même les plus jeunes des fois, on voit qu'ils ont mal. Donc, souhaitons-lui juste d'être en santé, mais ça me dérangerait pas de voir Felipe Drogovic là, conduire une F1 en fin de semaine là, pour voir un peu où il se situe. Puis est-ce que c'est pas les effets aussi d'un week-end sprint? Ça a Ben, l'air de ça se peut, rien. oui, Ouais, tout à ça a l'air fait de là. rien, mais on rajoute 100 kilomètres de course dans un week-end à un gars comme Fernando Alonso, 43 ans, puis une semaine après, on te demande de recommencer. C'est sûr que c'est pas un week-end sprint, mais quand même, on passait plus de temps dans la voiture là, en Belgique, puis c'est un tracé qui demande beaucoup. Fait que c'est peut-être ça aussi. Ben là, on peut dire les deux qui sont dans la même tranche d'âge. Ben Hamilton, lui, sixième avec sa Ferrari.
peut-être décevant quand même lorsqu'on voit qu'il est à 7 dixièmes de la pole, puis qu'on voit que Charles est pas si loin que ça. Mais faut pas le compter pour battu, Lewis Hamilton, surtout pas sur un circuit comme le Hungaroring. On l'a dit, les dominants là-bas. J'ai l'impression qu'il peut trouver quelque chose demain, là, puis venir nous surprendre. Puis je serais pas surpris de le voir à certains moments, là. Peut-être pas déranger les McLaren pour la pole, mais la troisième place, là, s'il réussit à trouver les bons réglages ce soir, regardez un peu peut-être qu'est-ce que Charles a fait de son côté. Moi, j'aurais énormément de difficulté à compter Lewis Hamilton pour battu, là, parce que non seulement à cause de l'histoire, mais aussi parce que c'est un circuit c'est son circuit favori. Je sais qu'il dit ça souvent, là, Lewis Hamilton, là, on a l'impression des fois qu'il pense qu'on n'écoute Ouais, pas tous les coups. Partout ce qui sort, c'est la meilleure foule, c'est la meilleure personne, c'est la ouais, ouais, meilleure. c'est clair. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'au Hungaroring, c'est plus vrai, là, qu'ailleurs. Ben, c'est sûr, un coup de volant précis comme celui de Lewis Hamilton, ça se démonte bien dans un circuit comme le Hungaroring. Donc, euh, il avait l'air d'avoir un petit peu de difficulté, justement, comme tu disais, avec la voiture, hein, fait un petit tout droit là, Mhm. au virage. Puis, mais comme c'est pas l'autre fois qu'on disait justement qu'elle a adopté plus les réglages de son coéquipier un peu, peut-être pour être sur une meilleure Exactement. lancée. Donc, c'est une pratique. On va voir en qualif. Ça ne m'étonnerait pas de le voir en avant des Aston Martin, là. Fait que, tu sais, si on enlève les deux Aston Martin de là, on ne sait pas non plus comment, avec quoi il a roulé. Tu sais, je me rappelle plus avec quel type de pneu il a roulé. Là. Je me rappelle plus de ce Ouais, détail-là. Donc, ben, il a fait ses essais en médium, puis après ça, il a fait ses essais en gomme tendre là, dans la deuxième séance. Là. Même chose pour les Aston, mais comme tu dis, je pense pas que c'est une grosse prédiction là, de dire que les Aston ont peut-être pas d'affaires là pour l'instant. Donc c'est oui, ça. Fait que Hamilton pourrait ça le mettrait facilement. quatrième, C'est mettons, ça. là, Hamilton, là, on serait pas déçu de ce résultat-là, là. Ça veut pas dire qu'on exclut les Aston du top 10, c'est juste que ça serait quand même tout un accomplissement de passer devant, Mhm. que les deux Aston passent devant la Ferrari. Non seulement une Ferrari, mais aussi une Ferrari conduite par Lewis Hamilton. Là. Ouais. Ben souvent, quand on met les Aston tu sais, c'était notre prédiction label Ed la Oui, semaine passée, on avait mis Alonso. on fera pas ça. Non, on veut pas, on leur portera pas malheur. On sera pas prophète de malheur avec eux. Fait qu'on va juste les lâcher un peu. Puis là, ben, on a dit, ah, on aurait dû les prendre. Tu sais. On aurait dit c'est ça, on regrettera plutôt Mhm. qu'on veut pas leur Ouais. souhaiter de malheur. Même eux sont à nous envoyer une mise en demeure pour dire arrêtez de nous mettre Fort probable. dans vos prédictions parce que ça va pas bien. Isaac Hadjar, lui, là, Isaac, il est très très bon. Hein. Il y a toujours quelque chose. Là, il se faufile même quand Tsunoda, qui a un bon début de week-end, il est devant Verstappen. Tsunoda, c'est sûr qu'il y a eu des raisons pourquoi Verstappen n'est pas là, mais il y a toujours des raisons, c'est normal. Mais Mhm. on regarde quand même Tsunoda, on va prendre ce qui passe, mais il y a toujours le petit côté, là, la petite roche qui reste dans le soulier, là, de dire waouh, c'est beau, t'es dans le top 10, bravo, on peut construire là-dessus, mais t'as quand même une Racing Bulls en avant de toi, qui est Isaac Hadjar, qui est probablement le plus proche remplaçant de Yuki Tsunoda pour la prochaine saison. Si c'est pas déjà fait, ben, pour certains, c'est écrit dans le ciel que c'est lui qui prendra la place du japonais chez Red Bull. Bien, Hadjar, huitième, Tsunoda, neuvième, et ensuite dixième pour Antonelli. Antonelli traverse des moments difficiles. Oui. Même si je trouve qu'il faut pas être trop sévère non plus, je Non. pense que c'est normal physiquement. Je m'attendais à voir ces jeunes-là avoir des difficultés beaucoup plus vite. Si on parle d'Alonso, à son âge, qui peut avoir des difficultés, mais c'est pareil pour un jeune pilote aussi qui a jamais vécu les exigences d'un calendrier de 24 courses. On arrive là à la pause d'été, même si c'est la pause mi-saison, mais on en a 14, on va en avoir 14 à la fin du week-end de fait. Donc c'est normal de voir un peu que ça ralentit. Puis il arrive au Hungaroring, ça va y rappeler un peu sa jeunesse, hein, d'avoir un circuit de karting, comme tu Ouais. mentionnais. Ça fait pas si longtemps. C'est ça, puis on le voit déjà, le dixième, je pense que c'est un bon résultat quand même. On voit que Russell n'est pas très loin. J'ai mis George et Lewis Hamilton qui ont pris la défense d'Antonelli, même si je pense pas il y avait besoin de prendre sa défense parce que les gens, on comprend autant du côté de Mercedes que du côté des experts de la F1. J'ai pas entendu personne être trop sévère avec lui. Mais George a quand même mentionné, au début de la saison, j'étais deuxième, troisième, puis Kimi était quatrième, cinquième ou sixième. Il dit là, depuis les quelques grands prix, je suis rendu sixième, septième. Donc, lui, c'est normal de le voir peut-être 11, 12. En voulant dire que l'écart Mhm. n'a pas nécessairement changé. C'est juste que là, on le voit se faire éliminer en Q2 ou à ces choses-là. Mais j'ai trouvé que George Russell a très bien fait, comme un bon leader d'écurie, de défendre son jeune coéquipier, mais d'aussi montrer que ben, moi aussi, je suis plus loin. Fait que c'est normal que lui aussi est plus loin. On en arrache les deux. Donc, c'est probablement plus un problème lié à la voiture. J'écarte pas le scénario aussi qu'il y a une certaine fatigue qui doit se reconnaître à travers tout ça. Mais c'est sûr que j'ai aimé le point de George Russell de mentionner. Mercedes aussi a perdu des plumes, là. Ouais, ben c'est bon d'être relatif hein, dans ces Oui. comparaisons.
Puis faut quand même défendre Antonelli de cette façon-là. C'est sûr qu'il n'est pas dans la meilleure passe pour. Tu sais, il a tellement bien commencé l'année qu'on le voyait déjà quasiment recrue de l'année, etc. Là, il est vraiment dans une disette, si on veut, mais il y a 13 courses là, en dessous de la cravate. Là. C'est vraiment pas beaucoup dans Non. une écurie de pointe, puis la pression est forte. Écurie, justement, dont les performances périclitent un peu. Donc, oui, merci à George Russell du côté d'Antonelli de prendre cette défense-là. Je pense que la pause estivale va lui faire le grand bien. Oublions pas qu'il était encore aux études il n'y a pas si longtemps. Donc, tu sais, pas facile pour Kimi Antonelli, mais on a vu tellement des pointes de performance chez Kimi Antonelli qu'on le sait que la vitesse est là. Donc, du côté de Mercedes, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas d'alarme qui sonne en ce moment. Là. Je pense pas que Toto Wolff regrette son choix. Il faut qu'il fasse son temps, il faut qu'il fasse ses dents. Puis normalement, ces pilotes-là vont faire leur temps dans des écuries de support, des écuries de fond de grille affiliées. Parce que c'est pas le cas avec Antonelli. Il n'a pas voulu faire ça. Puis c'est correct. Fait que pause estivale. J'espère juste que ça va lui faire du bien. Puis je pense qu'il va revenir fort là, dans les circuits là, après le mois d'août. J'ose croire que si moi, j'avais prévu qu'il y aurait une courbe de performance qui irait peut-être vers le bas à un certain moment dans le début de la saison à cause justement du régime, du calendrier, des exigences, toutes ces choses-là. Euh, j'ai beaucoup de difficulté à croire que Mercedes s'en attendait pas aussi. Moi, je suis surpris de voir qu'ils se sont rendus jusqu'à la pause, quasiment avant que ça commence à tomber. J'aurais pensé que ça aurait même tombé après les trois premiers Grands Prix en Asie. Là. Peut-être je me suis trompé, là. Peut-être que j'étais trop je m'attendais trop pessimiste de voir ça, mais je m'attendais que de faire déjà Australie, c'était Australie, Chine, Japon, il y a quand même pas mal de voyagements dans tout ça. Le stress d'une début de saison, je pensais que ça les aurait affectés plus tôt. Finalement, on s'est rendu quasiment jusqu'à la pause. Il n'est pas le seul, hein. Adjar, ça m'a surpris. On a fait un sondage sur F1 Podcast il y a de ça quand Mhm. même plusieurs semaines. Ouais. J'avais demandé qui de Hadjar au Ocon, parce qu'il était très, très semblable dans les points. Le Hadjar de mémoire avait comme 21 points, puis peut-être 22 pour Ocon. J'avais demandé qui terminerait probablement la saison avec plus de points. Tu sais, on fait ça des fois, des petits Ouais, duels ouais, comme ouais, ça. ouais, je me rappelle de celui-là. Puis là, je retourne dans ça il y a peut-être une semaine ou quoi que ça, puis je me rends compte qu'Adjar est encore quasiment à 21 points. Il a quasiment pas fait de points depuis ce sondage-là qui date de quand même plusieurs semaines. Mhm. C'est là comme. Puis là, je pense que c'est ça, c'est à ces quatre derniers Grands Prix, Adjar n'a pas marqué de points. Fait que c'est pas juste Antonelli là, qui rencontre. Je sais qu'il y a eu des circonstances, puis c'est pareil pour Antonelli. Là. Il y a eu des malchances, des problèmes mécaniques, des choses comme ça. Ça fait partie du métier. Mais c'est pas le seul. Pendant qu'on voit Bortoletto vraiment prendre une autre vitesse, à l'image de l'écurie Sauber, bon, on Ouais. voit ceux-là qui ont peut-être parti très très fort se calmer un peu. Mais je suis persuadé là, qu'on va les voir revenir après la pause d'été, puis on va revoir ce qu'ils ont là, aller faire de l'entraînement pour finir la condition physique, je failli dire faux fini. Ouais. Tu l'as entendu? Oh oui. En tout cas, fait que c'est ça. Fait qu'on, ça reste à voir qu'est-ce qui va arriver pour le restant de la saison de leur côté. Ensuite, Berman, qui est un autre jeune aussi, qui lui, la 11e place, là, vraiment, il va falloir qu'il prenne ce numéro-là avant que Sergio Perez revienne en Formule 1 parce que dans les quatre derniers Grands Prix, c'est là qu'il a terminé, Oliver Berman. 11e, en 11e place, c'est pas très valorisant parce que c'est à la porte des points, mais quand même, c'est beau de voir qu'il y a une stabilité, une constance qui s'installe chez lui. Peut-être aussi, ça montre que les criages, ben, c'est la voiture est là, il l'emmène à son meilleur. Donc, puis encore aujourd'hui, à cette image-là, il termine 11e dans des essais libres du côté de Oliver Berman, qui est un adepte de karting, comme bien des pilotes d'ailleurs, a passé Ouais. sa pause qu'on vient de passer avant le Grand Prix de Belgique était en Suède, à essayer de battre un record sur une piste de karting. Donc, peut-être qu'il y a un autre qui pourrait se sentir chez lui là, sur un tracé comme le Hungaroring. Ouais, ben, ouais, j'avais entendu parler de cette histoire-là avec Oliver Berman. Je trouve ça le fun. C'est le fun d'avoir des pilotes de Formule 1, des fois, qui s'en vont, justement, qui retournent à leur source, si on veut. Ouais. Puis dans le temps, il y avait le karting de Paris-Bercy, qui était une grosse course où les Alain Prost, certaines Senna Ah oui. s'affrontaient. C'est extraordinaire. Tout, c'est sur YouTube. Là. Puis même dans le temps, Jacques Villeneuve contre Mika Il l'avait Salo, fait, Michael ouais. Schumacher, Ralf Schumacher. On payait ça à pay-per-view, nous autres, là, à la Moi, télé, à la carte. je me rappelle de ça, puis Ouais. justement, les gens vont peut-être chercher quelque chose pendant les 3 semaines. Tu me fais penser, on pourrait mettre un lien YouTube ou quelque chose, Ah essayer de oui. retrouver les Ben, je courses. vous en trouve une bonne, là, puis je vais te le Ouais. donner. J'en ai regardé dans la dernière année. Là, je pense que c'est en 93, quelque chose comme ça, à l'impro, certaines Senna. Écoute, je vais t'en trouver une bonne.
fun, là, je vais en écouter pas mal, puis je vais te dire, OK, celle-là est à C'est regarder. ça, puis pendant les 3 semaines de pause, on publiera ça là, Ouais, aux auditeurs. Je suis certain qu'il y en a qui ouais, vont s'amuser à découvrir ça aussi à l'époque. Ça, c'est quelque chose qui devrait revenir. Je sais qu'il y a tout à probablement fait. des histoires d'assurance qui diraient Ben qu'on maintenant, c'est plus pareil, là. c'est ça, mais quand même, c'était tellement le fun à voir. Moi, j'ai un souvenir de ça, là, justement, la course de Jacques Villeneuve puis de Mika Salo que tu Mm. mentionnes, c'est elle que j'ai en tête. Même de voir Schumacher courser en kart, c'était quelque Ben chose, là. oui. C'était tout un pilote, là. C'est ça. C'est ça. Pour revenir à Berman, en Ouais, fait, chapeau, tu sais, on est content de l'avoir performé. Il est dans son petit coin. Puis tu parlais de performance, mettons, à Jacques qui n'a pas marqué de points, ces choses-là. C'est sûr que si les sabeurs s'en viennent dans les points, ça kick des gens en dehors du top 10, hein. On n'a pas le choix. S'il y en a 10 qui performent puis qui font des points, ben, il y en a 10 autres qui en font pas. Fait que, inexorablement, on a ce résultat-là. Donc, il ne faut jamais l'oublier, ça. mais à l'image de ce que Zach Brown a dit la semaine dernière, il semblait bien fier de son commentaire. Fait que je vais lui donner du mérite quand même. Il disait que aujourd'hui en F1, même la pire des équipes est bonne. C'est ça. C'est C'est pas risible comme à l'époque où il y en a qui étaient à 7 secondes. c'est de, ça. de- Il y a pas C'est de. ça. Puis c'est un peu. Je ne vais pas enlever du mérite à Zach Brown, mais je vais le faire un peu. On l'avait fait ensemble. Tu te rappelles quand je t'avais mentionné qu'il n'y avait jamais eu d'écurie qui était en dernière position comme Alpine, qui avait marqué autant de points dans une mi-saison Ouais, de ouais, F1. ouais, ça fait pas si longtemps qu'on a parlé de ça. Ouais, C'est t'as ça. raison. Puis je sais pas si c'est pareil encore en F1 parce que ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler, mais à l'époque, une équipe qui marquait ne serait-ce qu'un point avait leurs frais de transport payés par la Ah, F1. ah, je sais Donc, pas, ouais. ouais, à l'époque, c'était comme ça. Donc, si tu marquais pas de points, non seulement tu restais dans le trou, puis il fallait que tu payes ton transport. Tandis que si tu marquais un point, ben si on parle, mettons, de la saison précédente, là, c'était comme ça à l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais moi, je trouve ça que c'est très important de marquer ne serait-ce qu'un point, parce que je ne sais pas si les frais de transport sont encore payés. Mais d'après moi, peut-être depuis qu'il y a le plafond budgétaire, je ne crois pas que quelqu'un dirait, ben, en même temps, vous allez payer vos frais de fret. Mais en même temps, on a trouvé Et une façon de la FIA de les reprendre dans le détour parce que plus que tu marques des points au classement, plus que ta licence puis ton accréditation va coûter cher. Fait que, bon, on a trouvé une façon. C'est comme je te crédite, mais je te refacture dans le ouais, détour. Fait que je c'est sais pas ça. si. Mais c'est quelque chose que je pourrais faire une petite Ben, recherche. je vais checker Ouais. aussi de mon côté. Je vais regarder, là, voir là, peut-être que ce règlement-là a été aboli après un certain temps. Mais bon, c'était on va dire une récompense. Là, De marquer des points, c'est ça. ouais, Mais ne serait-ce qu'un point. maintenant, au moins, on sauve l'honneur. Puis une dernière place en F1 donne aux alentours de quand même 80 millions à l'équipe, là. Fait que Misère. c'est ça. Fait que c'est pas la fin du monde de terminer dernier, mais quand même, on veut sauver l'honneur, surtout lorsqu'on Mhm. est affilié à un gros constructeur automobile, un géant comme Renault, là, c'est certain qu'on n'aime pas trop ça. Justement, on a un nouveau président hein, du côté de Renault. On pourra peut-être en parler un peu plus dans un entre-deux courses. Tout ça. On va avoir D'accord. du temps, comme je le dis souvent. On va Oui, avoir du oui. temps. Il y a 3 semaines qui s'en vient même un peu plus. Donc, Hülkenberg, 12e. Ocon, 13e. 14e pour Verstappen. Ça, c'est rare qu'on nomme ça là. Mais Max Verstappen, je veux faire ça rapidement parce qu'il reste pas beaucoup de temps. Ouais. A eu des problèmes. On l'a dit avec les copes de frein. Il n'était pas content du tout de la voiture, la stabilité. On a besoin d'un équilibre sur un circuit comme celui du Hungaroring. Et en plus, pour ajouter tout ça, ben, c'était très. L'image était drôle là, de voir ça. Il est pas content, ça fonctionne pas. Puis à un Hum. moment donné, vers la fin de l'épreuve, on le voit sortir une serviette blanche et lancer une serviette en blanc. En plus, c'était quasiment comme dire je lance la serviette, même si Ouais. c'est pas son genre d'abandonner. Mais quand même, pour les gens qui se demandent, pas de pénalité pour ce qu'il a fait de lancer la serviette que les mécanos avaient oublié à bord de sa voiture. Il y avait quand même un lien dangereux là, parce que c'était pas loin des pédales entre ses jambes. Tout ça, on veut pas ça. Non. Donc, ils l'ont enlevé et il a essayé du mieux possible, selon la FIA, de la porter à l'extérieur de la piste, ce qui n'a pas réussi. Il l'a manqué un petit peu, là. Puis, on n'a pas donné de pénalité à Red Bull non plus parce qu'on a dit que c'était pas quelque chose qui était significant, qui n'est pas dur, là. C'est pas comme du côté de McLaren qu'on avait oublié pratiquement quasiment un coffre à outils dans la voiture de Lando Ah, Norris il y ouais, a quelques oui. semaines, là. Mais au moins, Lando a pas eu le réflexe de commencer à acheter les outils par-dessus bord, là. Mais Non. quand même, on a dit qu'il y avait un danger lié à ça, mais on l'a pas. J'ai trouvé ça je suis surpris de ça. Je pense qu'on aurait quand même pu donner
une facture, là, une amende à Red Bull. On a choisi de pas le faire. Du côté de Verstappen, je suis pas surpris parce que les pilotes, normalement, ne sont pas pénalisés pour ces choses-là parce que c'est pas lui qui a décidé, Non, c'est c'est ça. ça. Tu sais, il a pas oublié son En même temps, cellulaire il dans est sur la l'auto, là. corde raide, hein, Verstappen. On n'en parle Oui, plus depuis oh quelques oui. semaines. On dirait qu'on a oublié ce Ouais. détail-là, Il y a mais juste 3 points ou Verstappen. 2 points. 2 points même. Fait que, Il c'est n'était ça. pas à un même. Ouais, mais il l'aura eu à la fin du mois de OK, juin. OK, on Ouais, en regagne. Ouais, c'est vrai qu'on en c'est regagne ça. avec le temps. Donc, OK, bon, il y a un petit sursis, là, mais pareil, Exactement. c'est dangereux pour lui. C'est dangereux pour le pas. Je termine rapidement. Dans le fond, Lawson 15e, Saints 16e, 17e pour Gabriel Bortoleto, 18e pour Albon, 19e pour Pierre Gasly et 20e pour Euh, Franco Colapinto. Colapinto. En terminant, je rappelle aux gens que toi, tu seras de retour avec nous jeudi prochain pour notre Ben, bilan mi-saison. On va donner des bulletins à tout le monde. C'est toujours bien le fun. Oublie pas de trouver tes petites lunettes, sortir ta grosse règle pour tout à donner fait. des tapes ses doigts à ceux qui n'ont pas bien performé depuis le début de la saison. Prédiction très, très rapide de Labellet. Qui fait la coupure? Je te laisse trancher encore une fois, même si notre moyenne n'est pas forte. Puis, Adjar en fin de semaine. yes, Adjar fait la coupure. Je suis d'accord avec toi, on embarque là-dessus. C'est notre prédiction Labellet. Et qui sera en pôle? Je te devance, j'y vais avec Lando Norris. Ça veut pas dire que tu n'as pas le droit de Ah, le prendre toi aussi. ouais, ben je le prends aussi, Lando Norris. C'était mon choix pour en fin de semaine. Est-ce qu'on s'essaie sur le top 3 de dire Ouais, OK, good. Lando, Oscar, puis ça va prendre une Ferrari? Je vais y aller avec Charles, mais j'ai l'impression que Lewis Hamilton, va falloir que Charles fasse très attention parce que Lewis, il est dangereux sur ce OK. tracé-là, là. Je vais y aller Lando, Max Verstappen, Oscar Piastri. Oh, Malheureusement, j'ai pas ta wow! Ferrari dans le. Oh, wow! OK, Max Verstappen, ouais, parce qu'ils nous ont, ils nous ont quand même habitués à faire des gros retours, là, après des journées, après Mhm. du vendredi pas facile, de revenir le samedi, là, puis de trouver les moyens d'avoir les. C'est vrai qu'il faut pas le compter pour battu, Max J'espère Verstappen. que tu as raison, mais c'est. Mais c'est peut-être quelque chose que je vais regretter aussi, parce que à toutes les fois que je prends pas Max Verstappen, je me dis toujours où t'avais la tête, Martin. Le gars, il y Ouais. a toujours le moyen de revenir, mais t'as raison. Mais ça va être très excitant. Manquez pas ça. Samedi, grosse séance de qualification. Petit détail aussi là, que j'ai pas mentionné, le côté représentation des séances d'essai libre aujourd'hui n'est pas aussi fort dans la deuxième que d'habitude, puisque ça se passait pas au même moment de la journée où ce que Mm. la course va se passer et la qualification. Donc, faut quand même prendre ça dans la balance, que ce qu'on a vu aujourd'hui, et il va probablement faire plus chaud demain. Ça va encore aider les McLaren de ce côté-là et peut-être nuire justement à changer, déstabiliser quelque chose pour les Ferrari. Des fois, on a tendance à voir ça. Le vendredi, on n'est pas pire, puis là, tout d'un coup, samedi, il se passe quelque chose. Donc, il y a quand même un petit bémol à tenir de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est très rare. Normalement, la deuxième séance se passe au même moment de la journée. C'est pour ça on juge que c'est la plus représentative. Comme je le disais, François, bilan mi-saison. On commence les bulletins. On donnera des notes de A+ à C-. Et ça sera la première semaine de la pause, donc vendredi prochain. D'ici là, je te souhaite un excellent week-end de course et porte-toi bien. Fais attention à toi. Merci beaucoup et salutations à tous. C'est ce qui complète notre épisode du vendredi 1er août. Notre prochain rendez-vous sera lundi avec notre retour sur le week-end de course du côté du Hungaroring en Hongrie. Et d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram ainsi que X Twitter, mais aussi à vous abonner à nos chaînes Spotify ainsi que YouTube et activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.